Chapitre 16. La traversée du Pacifique. Je quittai Yokohama sous un ciel matinal ensoleillé, escorté jusqu'à l'Océanique par mes nouveaux amis. Leurs au revoir furent couverts par la sirène grave du bateau à vapeur lorsque l'ancre fut levée. Tandis que l'orchestre jouait en mon honneur Home Sweet Home, Hail Columbia et The Girl I Left Behind Me, j'agitai mon mouchoir si longtemps après les avoir perdus de vue que mes bras restèrent tout endoloris. J'étais follement impatiente de reprendre ma route, mais malgré tout je dois avouer que je quittais à regret ce charmant pays et ses habitants. La traversée promettait d'être rapide et plaisante. Dans un excès d'optimisme, l'ingénieur en chef Allen avait fait inscrire sur ses machines « Pour Nellie Bly, nous mourrons ou nous vaincrons, 20 janvier 1890 ». Partageant cet état d'esprit, l'équipage se montra extrêmement prévenant. Jusqu'au 3e jour, les vents étaient avec nous, puis nous essuyâmes une tempête. On essaya de me rassurer, cela ne durerait pas plus de 24 heures, mais le lendemain, comme les jours qui suivirent, l'océan fut sans pitié. Vent contraire, mer de front, vagues déferlantes, violent tangage. Je me risquais quotidiennement aux alentours de midi à me glisser dans la salle à manger pour y consulter les prévisions. Grande était ma déception quand je constatais que nous n'avions pas autant progressé que je l'espérais. L'équipage se montrait si prévenant qu'il en soit béni. Je pense qu'il souffrait davantage que moi de mon échec annoncé. « Si j'échoue, je ne me remettrai plus jamais les pieds à New York », me lamentai-je un jour. « Je préférerais encore arriver morte mais victorieuse que vivante et en retard. »« Oh, ne dites pas ça, mon enfant, » répondit Mr. Allen. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous conduire à la victoire. J'ai poussé les machines au maximum, j'ai maudit tout mon sou cette tempête, et j'ai même prié la première fois depuis des années pour que le grain se déplace et que nous puissions arriver en Amérique dans les temps. » « Je ne dois pas être une pécheresse, dis-je avec un rire nerveux, car j'ai supplié jour et nuit, pardonnez aux pauvres pécheurs, mais le pardon n'est jamais venu. C'est sans espoir, sans espoir. Ah, ne baissez pas les bras, m'implora le commissaire de bord. Je vous en conjure, je me jetterais par-dessus bord si cela pouvait vous garantir le succès. Allez, mon petit, haut les cœurs, renchérit le joyeux capitaine. J'ai parié toutes mes économies que vous arriveriez avant la date prévue. Croyez-en, votre capitaine, vous serez à New York avec au moins 3 jours d'avance. Mais pourquoi me mentez-vous? Vous savez bien que nous sommes en retard. J'espérais secrètement qu'il répéterait ces paroles réconfortantes, mais il rétorqua sèchement. Écoutez, Nellie Bly, cessez de vous faire de la bile, ou vous avalerez de force des pilules pour le foie. Je préférerais un remède contre le désespoir. Nous avons une mer de front, des vents contraires, des prévisions défavorables. Mon foie va très bien, lui. Je m'esclaffai avec eux, et Mr. Allen, qui m'avait supplié de lui donner un sourire, rien qu'un tout petit sourire, fut satisfait. Voilà comment procédaient ces hommes admirables pour me remonter le moral. New York World, 8 janvier 1890. Il est temps de rentrer à la maison. Nellie Bly navigue en plein Pacifique, en route pour San Francisco. Nellie Bly est sur le chemin du retour. Elle navigue en ce moment même dans le giron de l'océan Pacifique, la plus grande étendue d'eau de la Terre. Pacifique, il l'est. Il n'ondule pas sous les tempêtes et ne se laisse pas impressionner par les ouragans. Si les dieux sont avec elle, Miss Bly devrait atteindre la côte ouest le 21 janvier au plus tard. Hier, à Yokohama, Miss Bly a embarqué à bord de l'Océanique de la compagnie des bateaux à vapeur Oriental and Occidental avec son formidable petit sac de voyage, celui-là même qu'elle avait à New York le 14 novembre dernier, quand elle disait au revoir à ses amis du pont de l'Augusta Victoria. Le courage dont elle fait preuve a de quoi faire rougir plus d'un homme. Le bruit courait qu'un Jonah était à bord. Je me demandais bien qui était ce Jonah, jusqu'à ce que les marins m'apprennent que c'était ainsi qu'ils surnommaient les singes. D'après eux, un singe sur un bateau attire le mauvais temps. Un des membres de l'équipage exigea que l'on jette l'animal en mer. S'ensuivit un débat opposant les superstitieux et les défenseurs de la pauvre bête. Quand je m'entretins avec le chef Allen à ce sujet, il me conseilla de ne pas céder. Mon petit singe s'amusait dans la soute parmi les sacs de ciment et les lampes à huile et ne faisait de mal à personne. Il n'était nul besoin de le perturber. Puis un autre marin lança que Jonah désignait également un pasteur. Mais nous en avions 2 sur l'Océanique. Je déclarai que si le singe devait passer par-dessus bord, alors les 5 hommes connaîtraient le même sort. Le débat fut clos et mon petit compagnon eut la vie sauve. New York World, 18 janvier 1890. Presque arrivé.
Bientôt, Nellie Bly apercevra le Golden Gate Bridge. Plus que 56 heures avant que Nellie Bly n'atteigne les côtes de son pays natal. Ce matin, à 9h40 et 30 secondes, cela faisait pile 65 jours qu'elle avait quitté New York. Si le capitaine de l'Océanique maintient son record de vitesse, il déposera la voyageuse à San Francisco le soir du 20 janvier ou le matin du 21. Ensuite, c'est parti pour une course échevelée à travers le continent. L'entreprise de Miss Bly n'a jamais suscité autant d'intérêt que ces dernières 24 heures. Des lettres venues des 4 coins des États-Unis ont déferlé dans nos bureaux jeudi soir et hier toute la journée. Un fermier de l'État du Dakota a envoyé un télégraphe signalant qu'il avait parié 500 $ que la courageuse petite circumnavigatrice bouclerait son voyage en 73 jours. 2 jeunes hommes de Newark veulent verser au journal 250 $ à remettre à l'heureux gagnant du concours. Mary M. Holmes de Philadelphie souhaite payer les frais de voyage en Californie pour avoir le privilège de raccompagner la globe-trotteuse chez elle. Le rédacteur en chef du Hawkeye à Burlington, dans l'Iowa, aimerait monter à bord du train au premier arrêt à l'ouest de sa ville afin d'obtenir un rapide entretien avec Nellie Bly. À chaque étape de l'itinéraire de notre journaliste, des fêtes de bienvenue sont en préparation. Tous les garçons qui écrivent au World se proposent d'escorter Nellie Bly à partir du lieu choisi par le rédacteur en chef et toutes les petites filles finissent leurs lettres ainsi « J'envoie des milliers de baisers à ma très chère Nellie Bly ». Si Miss Bly avait le temps de lire ne serait-ce que la moitié de ces charmantes et sincères formules, elle aurait les yeux humides pendant toute une semaine. Puis un soir, nous fûmes en passe d'atteindre San Francisco. J'étais fiévreuse d'excitation. Nous nous demandions si une tempête de neige n'allait pas m'empêcher de traverser le continent. J'eus malgré tout un regain d'espoir, jusqu'à ce qu'un marin, pâle comme un linge, accourt vers le commissaire de bord en criant « Mon Dieu, le bulletin de santé est resté à Yokohama !» « Qu'est-ce que ça signifie ?» balbutiai-je, pressentant un nouveau malheur. « Ça signifie, dit-il en s'effondrant sur sa chaise, que nous ne pourrons accoster qu'à l'arrivée du prochain bateau en provenance du Japon, dans 2 semaines. » La perspective de rester tout ce temps sur l'Océanique, aux portes de San Francisco et à 2 doigts de la victoire, après tous ces efforts, me rendit folle. « C'est impossible. Plutôt me trancher la gorge !» déclarai-je d'un ton si déterminé qu'ils se mirent aussitôt en quête du fameux papier qui se cachait en fait dans le bureau du médecin de bord. Un peu plus tard, on évoqua un cas de variole, mais ce ne fut qu'une rumeur. Un matin, les officiers comptables revinrent à bord avec des journaux du continent. J'appris qu'aucun train ne circulait depuis 1 semaine à cause de la tempête de neige. J'étais au comble du désespoir. Puis, lors de la visite du médecin chargé des quarantaines, on m'annonça qu'un remorqueur allait me conduire sur la terre ferme. Nous n'eûmes pas le temps pour des adieux en bonne et due forme. J'emportai en toute hâte mon singe et mon bagage, devenu lourd à cause des cadeaux offerts par mes nouveaux amis. Le petit bateau sonnait le départ lorsque le médecin accourut sur le pont. Il avait oublié d'examiner ma langue. Je tirai donc effrontément la langue à l'Océanique devant l'équipage hilar. Le médecin cria contre le vent « Très bien, rien à signaler !» Et le remorqueur put enfin s'éloigner, tandis que j'agitais la main. New York World, 20 janvier 1890. Un accueil blanc. Nellie Bly n'aura jamais vu autant de neige de sa vie. Nellie Bly devrait débarquer à San Francisco ce soir ou demain matin. Comme signalé dans l'édition du Sunday World, les fortes tempêtes de neige dans la Sierra Nevada risquent de perturber son itinéraire. Il ne serait pas sage de faire avancer à tout prix la locomotive de la Central Pacific. La dépêche vous en dira plus à ce sujet. 1 semaine pourrait être nécessaire pour dégager la route, en raison des congères devenus durs comme le fer et des chutes de neige sans précédent. Pendant au moins 3 jours, voire plus si la neige continue de tomber, aucun train en partance pour l'Est ne pourra traverser la Sierra Nevada. C'est la première fois en 12 ans qu'une tempête résiste aux puissants chasse-neige ferroviaires. Les parieurs, quasi convaincus que les dernières incertitudes seraient balayées après l'arrivée de Miss Bly à San Francisco, comprendront que tout se joue à présent. Quel que soit l'itinéraire retenu, des obstacles peuvent encore se dresser sur son chemin, comme cette tempête qui remet tout en cause.